toute l'exploitation de vos centrales photovoltaïques sur la plateforme. Donc, c'est pour ça qu'elle a plusieurs aspects en autre que même la supervision pure et dure qu'on peut faire de vos sites. Et PIS, d'où est-ce qu'on vient? Donc, on a été créé par l'association Espul. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais en 2010, Espul avait une centrale sur son toit qui ne fonctionnait plus depuis quelques temps et a donc décidé de le suivre à distance et qui a ensuite créé le service EPIS et via la SAS dédiée, puisqu'on est une SAS qui est détenue majoritairement par Espul, pour en développer la partie commerciale et le développement technique, puisque des partenaires à Espul étaient également intéressés. Donc, Espul, c'est une association qui est dans le photovoltaïque depuis une trentaine d'années. C'est eux qui ont fait la première centrale raccordée au réseau électrique dans les années 90 au niveau du photovoltaïque. Et c'est eux qui mènent et qui développent l'outil qui s'appelle photovoltaïque.info. C'est beaucoup pour ça qu'ils sont connus. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent et qui est plus connu généralement aussi sur le nom de PV Info. Donc, on est détenu à un peu plus de 50% par Espul. Et on a également Enercop, donc le fournisseur d'électricité renouvelable qui a rejoint Capital en 2016, l'Epis Énergie, pour différentes raisons, mais notamment parce que maintenant Enercop, au niveau national et dans le niveau local, commence à faire de la production en propre. Et on a également Sorégie. Donc Sorégie, c'est une filiale du syndicat d'énergie, c'est même le syndicat d'énergie de la Vienne sur Poitiers, qui a pas mal de parcs renouvelables au niveau ils ont une quinzaine de parcs éoliens, ils ont 300 MW en photovoltaïque et ils sont rentrés au capital à hauteur de à peu près 15-20%. Il y a 2 ans maintenant, tout simplement parce que c'était un de nos utilisateurs historiques de l'outil depuis 2012, avec qui on a fait beaucoup de développement. Et comme c'est une structure semi-publique, semi-privée, puisqu'elle est détenue par le gestionnaire de réseau et les communes adhérentes, en tout cas, à la Sorégie, pour marquer aussi notre lien de l'ancrage territorial, puisqu'il développe principalement dans le territoire de la Vienne, même s'il commence un petit peu à s'étendre. Donc voilà à peu près pour, on va dire, la structure. Aujourd'hui, on est une équipe de 15 personnes. On a nos propres développeurs, puisque tout ce que je vais pouvoir vous montrer, tout ce que nous développons est fait en propre. On a la mainmise et on a la maîtrise complète de nos outils. On a la mainmise sur nos serveurs, sur l'acquisition des données. On est assez transparent là-dessus. Donc derrière, on n'a pas d'outils qui appartiennent à des tiers ou quoi que ce soit. Tout est géré par nos propres équipes. Au niveau de l'outil, donc on l'a évoqué un petit peu, c'est un outil multifilière, principalement dans le photovoltaïque. Donc on a des centrales qui sont suivies de quelques kilowatts crête à du plusieurs mégas. Donc le ratio, ça va de 2 kg à 17 mégas pour la plus grande, même si la majorité des sites qui sont suivis sous EPIS font entre 10 kg et 500 kilowatts crête, qui est de toute façon le photovoltaïque en France. Hein. Si on exclut le photovoltaïque pour particulier, puisqu'on s'adresse qu'à des structures privées, avec des pros. On ne travaille pas avec des particuliers qui peuvent avoir, ou vous-même ou moi-même, je peux avoir un 3 kg chez moi. On n'est pas forcément sur ce gamme de produits. On va également faire de l'éolien, donc quelle que soit la taille des parcs, même si ça représente peut-être 5-10% de notre chiffre d'affaires et du parc qui est suivi en tout cas sur la plateforme. Et on a également les centrales hydroélectriques. Donc quand on parle d'hydroélectricité, on va parler de petites hydro, c'est toutes les centrales qui sont inférieures à 10 MW. On ne va pas suivre des énormes barrages type EDF, CNR ou autres, c'est pas du tout adapté pour. Nous, c'est plutôt des centrales au fil de l'eau, en amont ou en aval, comme vous pouvez voir ici sur une photo, qui est d'ailleurs plutôt une assez grande centrale hydroélectrique qui est suivie avec une turbine de Turbiwatt pour certains qui connaissent, puisque Turbiwatt, je crois, est en Bretagne. Donc, si vous êtes pas mal de Bretons, vous pouvez potentiellement les connaître. Ensuite, au niveau de nos utilisateurs, donc on a des utilisateurs très variés. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Donc, on en a plusieurs, parce qu'aujourd'hui, EPIS, on a à peu près 5500 centrales qui sont suivies sur la plateforme au niveau photovoltaïque. Et on va rajouter cette année entre 2000 et 2500 centrales avec l'explosion du PV, mais également une démarche commerciale qu'on a entamée depuis 2019. Parce que même si la structure a été créée en 2010, entre 2010 et 2019, il n'y a pas forcément eu de vrai développement commercial au sein d'EPIS. Et nos clients et nos utilisateurs sont très variés, puisqu'on peut avoir comme AgriSoleil une émanation de la Chambre d'agriculture, des structures citoyennes comme Céléwatt, des producteurs privés comme Edison Power ou Orion Énergie, des structures publiques, notamment beaucoup de syndicats d'énergie comme le CIPEREC ou anciennement Sergi, qui était la SEM du syndicat d'énergie.
et également des mainteneurs qui font, donc des installateurs qui font de la maintenance. Je vous ai mis maintenance énergie nouvelle puisqu'ils travaillent avec beaucoup d'agriculteurs, donc peut-être que certains d'entre vous ont travaillé avec eux, mais sinon on travaille par exemple avec Solewa, on travaille avec Emerald un petit peu, on travaille avec Sonelis, avec pas mal de structures aussi dans ce milieu-là, et c'est même certains mainteneurs qui peuvent travailler avec vous. On travaille aussi de plus en plus avec des structures publiques, donc des métropoles, des villes ou d'autres éléments, on va dire, tout gestionnaire d'actifs, tout gestionnaire de centrales photovoltaïques principalement, peuvent utiliser EPIS. C'est un exemple que j'utilise beaucoup, par exemple, dernièrement. On a les diocèses de Lyon, donc l'église de Lyon, qui a des centrales sur son toit, sur son foncier, qui utilise EPIS pour les surveiller à distance. Donc, on va autant bien avoir des utilisateurs très simples, qui ne sont pas forcément professionnels de l'énergie et du photovoltaïque, et on va également avoir des gens où c'est leur métier de devenir producteur, comme Orion, comme Edison, et comme tant d'autres, que ce soit Wattenco ou d'autres structures qui vont avoir des attentes beaucoup plus évoluées. Aujourd'hui, on a mis en place avec l'APEFA donc un partenariat avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est qu'en effet, quand Isabelle et Pascal nous ont contactés, c'est que suite à une préétude, alors là, Pascal, Isabelle, vous me direz, vous pourrez me contredire, ils sont aperçus que certains d'entre vous n'avaient pas forcément de supervision en place sur les sites ou que certains d'entre vous avaient également plusieurs centrales, donc plusieurs outils. D'autres avaient besoin aussi de faire un audit. Et donc, le premier objectif, c'est de vous proposer un outil qui permet de mettre en place une supervision sur quasiment presque toutes vos centrales photovoltaïques, quel que soit le matériel, quel que soit le temps. Et ça, je pourrais y revenir juste après sur comment on se connecte sur vos différentes centrales. Le but aussi, c'est que si vous utilisez les plateformes des fabricants, il y a des fabricants d'onduleurs notamment qui peuvent arrêter. C'est le cas d'exemple d'ABB/Flimmer qui est aujourd'hui en liquidation judiciaire. Et donc, si vous avez des portails des centrales suivies sur le portail Aurora Vision, dans quelques mois, il n'y aura plus de portail. Et donc là, l'idée aussi, c'est de s'en affranchir totalement. Le deuxième également, c'est de vous accompagner sur le suivi à distance et l'exploitation de vos sites. Ça, c'est plutôt nous, EPIS. On a une certaine expertise et expérience sur ce sujet-là, et donc en lien avec le support technique ou avec moi-même, déjà sur comment on peut mettre en place une supervision qui est fiable, on va pouvoir vous conseiller. C'est pas forcément des choses des fois qui sont qui sont le mieux pour nous, mais on va plutôt prendre votre postulat, on va vous donner tous les différents éléments. Mais également, si des fois vous avez des doutes sur le suivi de vos centrales, vous pouvez nous appeler et on va regarder avec vous pour savoir un peu ce qu'il en est, pour adapter les configurations si besoin. Si vous avez besoin de mainteneurs, on peut vous mettre en relation avec plusieurs mainteneurs. Alors ça, on reverra avec Isabelle et la PFA, puisqu'on a pu aussi échanger avec certains mainteneurs qui étaient déjà avec des adhérents et qui ça s'est très bien passé. Et donc, on peut même travailler avec eux. Donc, c'est aussi notre objectif de vous aider là-dessus si vous avez besoin. Et enfin, il y en a un dernier qui est plutôt pour l'APEFA, qui était aussi de pouvoir mieux connaître le parc de ses adhérents. Donc, on a évoqué quelques informations comme le nombre de sites, la puissance totale qui peut être utilisée pour différents éléments. Mais aujourd'hui, c'était aussi un des éléments que l'APEFA souhaiterait connaître, en tout cas, potentiellement à travers cette mise en place de ce partenariat. Si je peux me permettre de rajouter là-dessus, en fait, on a eu pendant plusieurs années un suivi des centrales qui étaient fait manuellement par un administrateur et puis qui s'est arrêté. Et donc, ça permettait aussi de sortir des espèces d'études de groupe pour repérer un petit peu sur des régions ou sur certains types de centrales, d'avoir des données de production pour pouvoir diffuser à tous les adhérents. Donc, dans le cadre d'EPIS, pour ceux qui le souhaiteront, ils pourront, s'ils le veulent, nous donner accès aux résultats de production pour pouvoir faire après des approches groupées des productions des adhérents. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qu'on a fait, et ensuite, c'est une offre commune pour l'ensemble des adhérents, c'est-à-dire que, à l'exception de certains d'entre vous, vous pouvez tous avoir une, deux, trois, quelques centrales photovoltaïques, à l'exception de certains d'entre vous qui en ont beaucoup plus, d'après un premier questionnaire qu'avait envoyé Isabelle. Et donc, théoriquement, avec votre nombre de sites, vous n'aurez pas forcément les tarifs qu'on va vous proposer. Donc là, ce qu'on a prévu, c'est de prendre en compte la totalité des sites de tous les adhérents pour adapter à chaque fois le chiffrage et proposer des choses aussi au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est de pouvoir les grouper, même si chacun aura son compte par la suite, puisqu'on va vous prendre un peu comme un seul. Ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi avec Pascal, donc c'est qu'on a, avant de lancer officiellement
on va dire, ce partenariat et la convention entre l'APFA et EPIS, c'est qu'on a testé EPIS sur 4 premiers adhérents. Donc, il y en a 3 aujourd'hui qui sont en place, notamment Pascal, où ça commence, mais notamment un qui est en place depuis quelques mois et un autre depuis quelques semaines. Et on en a un 4e où là aussi, c'est comme un peu Pascal, c'est en train d'être en mise en place. On a pu tester un petit peu la mise en place de l'outil, est-ce que c'est complexe, les points de surveillance, les retours sur la plateforme, etc. etc. Alors, ils ne sont pas présents aujourd'hui, je crois. Julien n'est pas présent, mais on pourra, s'il le souhaite, le faire intervenir si besoin. Et ça représente donc une vingtaine de centrales. Qu'est-ce que fait EPIS ensuite? Et donc là, je vais vous montrer l'architecture fonctionnelle. Donc, c'est un document qui va vous montrer un peu tous les grands principes de la plateforme EPIS. Alors, je suis désolé de la qualité, ça floute un petit peu, parce que c'est une image qui a grandi, mais on vous la renverra en meilleure qualité. Et donc, dans un premier temps, EPIS, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'ici, en bas, quand vous avez vos différents sites ENR, donc on parle d'ENR dans ce document parce qu'on a de l'éolien et de l'hydro, même si là, on va parler que du photovoltaïque. À partir de vos sites, vous avez tous un module d'acquisition ou pas, mais vous avez quelque chose qui permet de récupérer des données, que nous, on va appeler un module d'acquisition ou un data logger, qu'on évoquera après tout à l'heure. Et donc, le but d'EPIS, c'est d'être compatible avec l'ensemble des solutions qui permettent de récolter les données des centrales, quelle que soit la marque et le modèle qui a pu être installé, pour les suivre via un seul et unique portail, qui est donc la plateforme EPIS. Et donc là, on va collecter toutes les données qui sont permises par vos centrales, sans limite dessus. À la suite de ça, on va également pouvoir récupérer des données météo par satellite. Donc ça, c'est un service qui est inclus dans EPIS, qui va nous permettre d'analyser la bonne production de vos sites et de vous assurer que ce que vous produisez, c'est bien ce que vous produisez, c'est ce que vous devriez produire. Tout simplement, on a vu certains sites, notamment avec des structures publiques, qui atteignaient leurs PV6, leurs objectifs, mais quand on les connectait à EPIS, en fait, il y avait des onduleurs qui étaient en sous-performance parce que les PV6 étaient largement sous-dimensionnés par rapport au contexte météo. Et donc ça, c'est des choses qu'EPIS va pouvoir voir automatiquement, ce qu'on va récupérer des données météo par satellite pour chacune de vos centrales, et vous n'avez pas besoin de mettre des sondes. Si vous en avez, très bien, on va pouvoir les acquérir, mais on va également récupérer ces données-là automatiquement pour tous vos sites. On a également la possibilité de récupérer les données directement des services GRD. Donc les GRD, les gestionnaires de réseau de distribution. Le plus connu, c'est Enedis, qui est juste un gestionnaire qui n'est pas propriétaire du réseau basse tension en France. On a développé plusieurs services. Alors, on ne les a pas tous, mais on a les principaux, notamment Enedis. On est capable de récupérer une fois par jour, sans installer de matériel sur vos centrales, de récupérer à distance les données de vos compteurs, que ce soit les courbes de charge en injection en sous-tirage, et qui vont nous être utiles pour l'autoconsommation, mais également pour vos sites en vente totale. Si vous n'avez aucun matériel qui est installé, via l'injection et nos productions théoriques, on va pouvoir savoir si vos centrales ont bien produit sans rien même installer. Et comme ça, si là aujourd'hui vous n'avez aucune idée de ce qui se passe réellement sur vos centrales, et ben en le connectant de cette manière-là, on pourra déjà vous donner une première précision EPIS. Oui, Isabelle. Juste pour préciser que quand tu parles de aucun matériel installé sur votre centrale, il s'agit bien des data loggers, des enregistreurs de données qui peuvent transmettre, parce qu'évidemment qu'il y a du matériel d'installer sur les centrales, mais pas, du matériel qui permettrait d'envoyer les données de production de la centrale vers une plateforme web. Oui, tout à fait. Très bonne remarque. C'est vrai que je vais beaucoup utiliser ce mot matériel. Bien sûr, vous avez tous des panneaux et des onduleurs, mais nous, quand on va parler de matériel, c'est vraiment ce qui nous permet de remonter les données, puisque c'est à partir de ça qu'on peut faire une bonne surveillance. Et des fois, il se peut que des centrales, c'est ce qui s'est passé sur une centrale de Pascal, il n'y avait rien pour collecter la donnée, ou alors le data logger, qui est souvent un automate qui nous permet de récolter la donnée, était en panne, ou je crois que même il ne fonctionnait plus du tout. Et donc, on suit sa centrale via les compteurs à distance. Une fois qu'on a toutes ces données, le but, c'est pas non plus de toutes vous les afficher, de vous noyer sous de la donnée. Le but de la plateforme, c'est d'analyser automatiquement le bon fonctionnement de vos sites pour vous avertir, attention, sur ce site-là, il y a tel défaut. Il y a des sous-productions, il y a des arrêts de composants, et on va vous dire quel composant c'est. On va également vous donner les pertes énergétiques et les pertes financières pour vous dire, voilà, vous perdez X euros en fonction du défaut qu'il y a sur votre centrale. Donc ça, c'est le but de la plateforme, d'automatiser cette information-là pour soit vous prévenir par mail,
quand vous les recevez, soit en vous connectant. Si vous voyez que tout est vert, ça veut dire que tout fonctionne, vous passez à autre chose. Ou alors, si vous avez une centrale qui a un défaut, on va le voir avec une certaine couleur, jaune, orange, rouge, en fonction de la criticité, donc vous allez porter votre regard dessus. Si vous voulez passer des accès à votre mainteneur, vous pouvez également le faire et lui, pareil, il va recevoir les mêmes informations que vous, mais au moins le but, c'est qu'il puisse analyser automatiquement l'état de fonctionnement de vos sites. C'est pour ça qu'on a des clients qui sont très diversifiés, puisqu'ils ne sont pas forcément pros de la supervision des centrales, mais parce que la plateforme aussi a un rôle de suivre vos sites. Une fois qu'on a toutes ces données, on a ensuite rajouté tout un ensemble de fonctionnalités qui vous permettent de faire plutôt de l'exploitation. Donc, que ce soit de la gestion de vos interventions de maintenance pour consigner et, on va dire, historiser tout ce qui a été fait dans ce qu'on appelle un journal de bord, de configurer votre outil, de pouvoir suivre vos rapports, de pouvoir suivre vos contrats, de pouvoir faire de la facturation également de vos centrales, mais également de pouvoir communiquer via un module qu'on appelle le module kiosque qui vous permet de communiquer sur des écrans d'accueil si vous souhaitez faire. Peu importe, le but, c'est d'automatiser un maximum de tâches qui sont en lien avec votre exploitation, notamment des calculs d'indicateurs. Si vous voulez regarder, par exemple, si votre PV6 est réellement atteint par rapport aux conditions météo, ça, c'est des choses qu'Epi va vous faire automatiquement, notamment aussi surveiller votre mainteneur. Oui, merci, juste Isabelle. encore une remarque, je me N'hésite permets. pas. PV6, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est le prévisionnel de production qui a été fait en général par l'installateur. Donc, il y a différents outils qui permettent de faire du prévisionnel de production. Donc, voilà, quand Guillaume parle de PV6, c'est un système qui permet de faire des prévisionnels de production, sachant qu'on peut avoir une centrale qui réalise son prévisionnel de production et qui, pour autant, produit moins que ce qu'elle pourrait produire. Tout à fait. C'est vrai qu'en effet, j'ai l'habitude du terme. En effet, il faut voir aussi comme ça EPIS comme un outil c'est pour ça qu'on parle d'une analyse de performance. C'est que vous pouvez très bien atteindre vos productions, mais par rapport aux conditions météo et par rapport à vos équipements, puisque quand on ajoute une centrale sur la plateforme, on connaît le matériel que vous avez installé, donc panneaux, onduleurs, on connaît les orientations et les inclinaisons, et bien EPIS va modéliser une production théorique. Et il arrive très souvent sur des centrales qui datent d'avant 2016, qu'en fait, vous pouvez bien mieux produire parce qu'il y a une sous-performance qui sont liées à des dégradations des panneaux, à des onduleurs qui ont mal vieilli par rapport à ce qui a été prévu, des fois de la ventilation qui tombe en panne. Bref, il peut y avoir plein de causes. Et donc, nous, ça EPIS, on va vous le catégoriser en des pertes de performance et pour autant, vous pouvez atteindre vos budgets annuels. Ou pour autant, vos installateurs vont dire que ça produit correctement. Alors après, tout se dépend des pertes. L'idée, c'est pas de refaire tout à zéro votre centrale et de la rénover complètement. Si vous perdez que quelques dizaines d'euros ou centaines d'euros à l'année, c'est beaucoup moins grave, mais certains perdaient par exemple quelques milliers d'euros. Et là, par contre, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette notion aussi euro qui est présente d'EPIS, puisque 1 kWh, des fois, ça dépend aussi de votre tarif d'achat entre ceux qui ont des centrales à 40, 60 centimes, 20 centimes, 10 centimes, voire même peut-être moins si vous avez des très grandes centrales sur votre territoire, enfin, sur votre parc. Ensuite, comment on va récupérer les données de vos sites? Donc là, c'est peut-être la partie potentiellement la plus complexe. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à le mettre dans le chat, je pourrais la réexpliquer. Au niveau de vos centrales, vous avez à chaque fois des onduleurs classiques. Il en existe plusieurs. Vous devez connaître SMA. Il y a beaucoup de SolarEdge aujourd'hui, Huawei, Kako pour les plus anciens, mais également du Fronus. Donc ça, c'est plusieurs fabricants d'onduleurs qui existent, qui peuvent être en place sur vos centrales. Il y en a plein d'autres. Il y a du Sungrow, il y a du Refusol, du LTI, du Tenesol. Il y en existe pléthore et il va encore en exister beaucoup pour avoir été présent au dernier salon lié au PV. Au photovoltaïque, il y a encore de nouveaux matériels qui arrivent. Quoi qu'il en soit, sous l'EPI, c'est que quand vous avez vos onduleurs, vos centrales, la première façon de récupérer les données, c'est que vous avez potentiellement ce qu'on appelle un data logger. C'est un automate qui est relié à vos onduleurs qui doit mettre des données sur un serveur. Là aussi, les data loggers, vous en avez de plusieurs types. Vous avez des data loggers qui appartiennent à SMA. SMA, ils fabriquent des onduleurs, mais ils vendent également un matériel qui leur est propre pour communiquer des données. Huawei, c'est exactement la même chose. Et vous en avez également d'autres qu'on appelle universels comme WebDyn ou SolarLog. Peut-être que d'entre vous sont déjà sur SolarLog, puisque c'est un automate SolarLog qui est compatible avec tous les fabricants d'onduleurs. Il y en a un dernier qu'on appelle MeilleurNT, qui est un matériel allemand. Je ne sais pas si vous en avez. Il est assez rare, mais il peut être présent. Et donc, le but des pistes là-dessus, c'est d'être compatible avec toutes ces solutions-là. Donc, même si vous avez un SolarLog, on va pouvoir se connecter dessus, comme avec tous les autres.
Il y a également une autre fonction d'envoi, c'est que en certains moments, vos onduleurs peuvent communiquer directement avec le portail de supervision du fabricant d'onduleurs. C'est le cas avec SMA dans certains cas, c'est également le cas avec Huawei quand vous avez ce qu'on appelle un dongle, c'est une clé 3G, et ça on y reviendra plus tard. Et donc, les outils de fabricants d'onduleurs peuvent recevoir les données soit via leur data logger, soit directement via les onduleurs dans certains cas, mais ça peut exister. Dans ce cas-là, EPIS, quand il y a un data logger, on va se connecter directement dessus. On n'a pas du tout besoin du portail de supervision. Vous pouvez même l'arrêter si vous voulez, comme vous faites comme vous voulez. Par exemple, SolarLog, vous n'avez pas besoin de garder SolarLog. EPIS va le remplacer totalement. Une fois qu'on a ces données, on va les recevoir nous sur nos serveurs. Et si jamais il n'y a pas de data logger, ça peut arriver lorsque les onduleurs communiquent directement avec le portail de supervision dans certains cas. On va également pouvoir récolter les données directement sur les portails via ce qu'on appelle des API. Donc les API, c'est ce qui permet à deux outils informatiques de communiquer ensemble par Internet. Et donc dans ce cas-là, on va récupérer également les données. Ce n'est pas forcément la solution qu'on vous encourage, tout simplement parce qu'en passant par les API des portails de fabricants, on devient dépendant d'eux, et vous aussi. Je vous évoquais ABB tout à l'heure, qui a vendu sa branche solaire à Fimer, qui est un fabricant italien. Fimer est en liquidation judiciaire, donc ils vont arrêter leur portail. Huawei, ils ont énormément dégradé leur API, ce qui fait que en termes de communication, c'est pas très bon. SMA, leur API est payante. Donc c'est pour ça que les API, c'est pas forcément si fiable que ça en termes de communication, mais également en termes on va dire, d'autonomie. C'est pour ça qu'on vous conseille pour vos prochaines installations de mettre un data logger. Ça peut coûter entre 200 et 700 € en fonction de ce que vous mettez par centrale, donc en fonction de vos projets. Ça peut être intéressant, comme ça vous pouvez envoyer à EPIS, mais à plein d'autres aussi. Il n'y a pas forcément que EPIS qui existe. Alors Laurent Mauriac, j'ai vu votre question, mais je vous répondrai après dans le détail des données. Enfin, sur les données météo. On a une dernière fonction également, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que via vos compteurs, quel que soit le type de compteur, des Linky, des PME, PMI, des Saphir, n'importe, on va pouvoir récolter les données directement via Enedis, qui est le plus connu, puisque c'est 80% du parc français qui est sous Enedis, ou via différents GRD comme Sorégie, Géredis, Sorea, Le Cerf à Strasbourg, Greenalp à Grenoble s'il y a des Grenoblois, etc., etc. Là, le but, c'est qu'EPIS va récolter directement les données de vos compteurs sans passer par ce qui est installé sur les centrales. Donc là, c'est les fournisseurs d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution qui nous envoient les données en parallèle des données de ce qui se passe sur vos centrales, soit des data loggers, soit des API. On peut suivre soit l'un, soit via l'autre. Alors, via le matériel de Quantum, ça fonctionne tout simplement parce que Quantum, ils ont mis un data logger qui s'appelle une WebDinson PM. Quantum, c'est l'outil édité par Cos Energy qui s'appelle Univer maintenant. Et en effet, ils ont mis un data logger qu'on appelle universel qui est capable de se connecter avec tout le monde. Donc là, EPIS va pouvoir se connecter à la place de Quantum dessus. On échange d'ailleurs avec IEL quand je vois la question de Laurent Mauriac, justement ce qui pourrait potentiellement changer d'outil à terme. Donc pour Quantum, pas de souci, pas besoin de changer le matériel, on va se connecter sur ce qui a déjà été installé. Et c'est le cas, de toute façon, dès que vous avez un data logger, à 95% du temps, on n'aura pas besoin de changer de matériel, on en installe un nouveau. Même dans les autres cas, si on suit par les compteurs, c'est un peu moins précis, mais au moins ça permet de savoir ce qui se passe sur vos centrales à distance. Ensuite, comment on analyse vos sites? Donc là, c'est pour vous présenter très rapidement. Là aussi, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes les règles de surveillance qu'on peut mettre, mais c'est le principe général pour vous permettre de comprendre ce qu'on a mis en place. Donc, à partir des caractéristiques de vos sites, la localisation, ses équipements, ses onduleurs, son orientation, son inclinaison, etc. À partir des données satellites et ou potentiellement à partir de données sondes, donc des sondes d'irradiation, des sondes de température, ce qui n'est pas forcément obligatoire et c'est assez rare que vous en avez. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on conseille, ce qui peut avoir beaucoup de problèmes de communication avec les données des sondes. À partir de ça, EPIS va calculer plusieurs productions théoriques qu'on peut appeler des références. La première, c'est une production théorique qu'on appelle référence satellite. On a un modèle physique qui permet d'estimer une production théorique à partir des conditions météo qu'on reçoit via les données météo. Et donc là, les données météo, on les calcule à chaque heure pour tous vos sites sur l'ensemble de la journée. Donc toutes les heures, on va se mettre à jour et on sait ce que produit concrètement votre centrale.
On prend en compte également les dégradations naturelles de vos sites, notamment les pertes de performance qu'il peut y avoir. Donc, généralement, on prend entre 0,3 ou 0,5%. Et tout phénomène qui va apporter de la baisse de performance va être considéré comme anormal, puisque théoriquement, vous ne devrez pas en avoir autant que prévu. On va également comparer les onduleurs au sein d'un même site qui ont les mêmes caractéristiques, puisque si vous avez 2 onduleurs ABB ou 2 onduleurs SMA qui sont identiques, ils ont théoriquement les mêmes conditions d'ensoleillement et donc ils doivent produire à peu près la même chose. Peut-être que beaucoup d'entre vous réalisent cette partie-là pour vérifier que leur centrale produise correctement. Donc ça me donne une indication parce que ce n'est pas sûr que vos centrales produisent si bien que ça si vos deux onduleurs sont ensemble, sont à la même production. On a un exemple, nous, sur Lyon, ils produisent exactement la même chose. Pour autant, on voit que la centrale est totalement encrassée, elle perd 50% de production. Donc, c'est pour ça que combiner les deux peuvent nous aider pour vérifier le bon fonctionnement des centrales. La référence sonde, c'est si vous avez des sondes, on va pouvoir les utiliser. Ces références-là vont nous en donner une dernière qui est la production théorique de référence, c'est-à-dire que c'est un ensemble de ces références-là qui vont nous en donner une qui prend en compte les différents modèles et qu'on va ensuite comparer aux données réelles de vos composants, notamment de vos onduleurs et de ce qu'on appelle, nous, des champs PV. Ce sont des MPPT, des strings, etc. Ça dépend du détail des données qu'on va recevoir de vos équipements. Une fois qu'on va avoir les données de vos onduleurs, par exemple, la production en kilowattheure de chacun de vos onduleurs, on va donc la comparer à la production théorique, calculer un écart, et en cas d'écart ou pas, on va vous dire un statut, je vais bien ou je vais moins bien, en fonction de la criticité. Et ensuite, vous analysez des anomalies, calculez des pertes énergétiques et financières, et vous alertez par mail. Aujourd'hui, nous n'avons plus que des alertes par mail, on a arrêté les alertes SMS pour différentes raisons. Et avec notre application mobile, demain, il y aura sûrement des notifications comme toute application, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place. Et donc, à partir de cette partie-là, c'est de vous prévenir du défaut de fonctionnement. Il y a d'autres composants qu'on peut mettre en place, mais ça pourra faire l'objet d'autres webinaires, parce qu'après, on rentre un peu plus dans le détail, notamment des spécificités de chacun de vos sites. Et maintenant, je vais vous montrer donc sur la partie démo, je vais passer quelques minutes pour vous montrer à quoi ressemble l'outil, notamment avec la démo. Donc, je vais quitter la présentation. Alors, normalement, j'espère que la passation va bien se passer. Donc, la passation se passe bien. Donc là, je vais vous montrer sur le compte démo, même s'il n'y a aucune différence entre le compte démo et le compte production. Et vous avez un compte principal. Et à partir de ce compte-là, vous allez pouvoir vous connecter à vos centrales. Alors, quand on se connecte à Epis, on arrive sur cette vue-là. Et Epis, alors il peut y avoir beaucoup d'informations, parce que j'ai configuré la démo en fonction des différents cas qu'on peut rencontrer de votre organisation. Mais dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Epis fonctionne en 3 principales sections. L'aspect groupe, qui vous permet de répartir vos centrales par groupe de projets, notamment vos différents mainteneurs, si vous en avez, différentes zones géographiques, différents matériels. Là, à voir ce que vous pouvez en faire. L'aspect groupe vous permet également d'avoir une vue d'ensemble de votre parc, notamment via ici un tableau de bord qui est configurable. Donc, si je veux changer, je peux le modifier, mais qui me permet de voir en un coup d'œil, soit sur la carte, soit via mon tableau ici, soit via mes alertes ou des indicateurs, l'état de fonctionnement ou toutes les informations qui m'intéressent sur mon parc. Et donc là, en un coup d'œil, je vois que sur toutes les centrales, notamment sur la carte où j'ai des données, mes centrales produisent correctement. Quand elles sont en grise, c'est parce que j'ai des problèmes de communication, donc on est incapable de donner l'état de fonctionnement. On va plutôt avoir une alerte de délai de communication. Ensuite, on a l'aspect site qui vous permet d'aller dans le détail de chacune des installations. L'aspect groupe, c'est pour avoir une vue d'ensemble. L'aspect site, cette fois-ci, c'est pour aller dans le détail des informations. Et notamment, là aussi, via un premier tableau de bord qui est configurable, qui vous permet d'afficher la production des derniers jours ici, entre en bleu foncé et en bleu ciel, c'est la production théorique. Et ici, en vert, ça veut dire que tout fonctionne correctement. Pareil, sur la journée, je vois que depuis ce matin, mon site il produit bien. Notamment, ici, je le vois avec une première courbe où j'ai en bleu foncé la production réelle de la centrale et en bleu ciel les données météo. Sur ce tableau de bord-là, vous pouvez afficher plusieurs informations, des indicateurs, comme mon ratio de performance, que potentiellement beaucoup d'entre vous connaissent, la production normalisée, de kilowattheure par kilowatt crête, la dernière fois que j'ai communiqué avec ma centrale, mais également, par exemple, tous les contacts liés à la centrale. Vous avez plusieurs mainteneurs, et bien ici, pour chaque site, vous pouvez mettre les contacts pour les retrouver rapidement, comme ça, vous n'avez pas forcément du temps à les trouver. Vous voulez mettre des indicateurs, vous pouvez mettre également des indicateurs que vous voulez suivre. Donc là, par exemple, moi, je compare ma production au niveau de mon point de livraison, donc Enedis,
par rapport à ma production au niveau de mon data logger, qui est la production de mes onduleurs. Mon budget, c'est mon PV6, donc le budget annuel que vous avez prévu de produire lors du développement de la centrale. Et la référence satellite, c'est ma production théorique calculée par la donnée satellite. Et donc là, je vois que par exemple, sur le mois de juin, j'ai largement sous-produit par rapport à ce que j'aurais dû faire, sur cette centrale-là en tout cas, parce qu'elle était en défaut complètement. J'ai eu des alertes sur ce site-là, parce que ça, c'est un site réel. L'aspect site vous permet donc ensuite d'aller plus dans le détail à l'accès aux données, notamment via cette vue-là qui va vous afficher pour tous vos onduleurs. Donc là, cette fois-ci, on voit la même chose que sur le tableau de bord, mais de façon beaucoup plus détaillée, où en bleu foncé, on voit la production réelle par rapport à la production théorique. On affiche au niveau du jour, de la semaine, du mois ou de l'année, tout dépend de la périodicité, et vous pouvez remonter dans le passé autant de temps qu'on a eu des données sur la plateforme. Donc vous, au début, vous n'aurez pas forcément trop d'historique, mais par la suite, cela va changer. Donc là, je montre par exemple un jour. Alors c'est très simple, c'est que j'avais d'énormes pertes, et d'ailleurs, c'est même le jour où la maintenance est revenue, ce qu'on voit ici, un trou de données, parce que la centrale était en cours de maintenance. Vous voyez, elle a largement sous-produit par rapport à ce qu'elle devrait. On a ici une vue pour comparer les onduleurs entre eux, mais également pour afficher toutes les données qu'on va recevoir de vos équipements. Et donc là, ça dépend de ce qu'on reçoit de vos sites et vous allez pouvoir afficher ce que vous souhaitez sur vos sites. Alors là, c'est très simple. On voyait que tous les onduleurs étaient quasiment à zéro, enfin étaient même à zéro, donc ils étaient arrêtés alors qu'ils auraient dû produire. Et donc Epis vous a envoyé une alerte pour le site PVQ-main. Les onduleurs sont en arrêt. Vous perdez tant d'énergie pour tant d'euros. Et donc sur la centrale, sur la journée du 14 juin, j'ai perdu 763 € de production sur ma centrale. Ici en bas, on vous remonte les autres problèmes qui sont remontés par les onduleurs. Parce que vos onduleurs vous envoient des statuts, des événements, des codes d'erreur qu'on peut remonter, qu'on peut vous afficher. Et c'est là où, en rentrant un peu plus dans le détail, on peut ensuite soit quitter une alarme, soit alors créer un ticket pour lancer de la maintenance. Et ça, c'est une partie où je ne vais pas forcément aller dans le détail, mais le but du journal de bord, c'est de vous rappeler vos maintenances préventives, puisque vous pouvez renseigner toutes vos maintenances, notamment vos maintenances annuelles, pour vous rappeler, attention, quand est-ce que vous devez les faire, mais également pour suivre toutes les maintenances qui sont faites et tous les échanges que vous pouvez avoir avec vos différents prestataires de maintenance. Là, je vous montre un exemple. Il y a tout un rôle d'échange, puisqu'Epis peut notifier par mail directement votre mainteneur. Et vous pouvez également retrouver les rapports de maintenance ou les factures qu'on vous a envoyées. Donc là, par exemple, j'affiche, c'est la brochure d'Epis, mais je peux très bien retrouver le document et le télécharger. Donc ça, c'est un outil qui vous permet, de prévenir votre mainteneur, puisqu'en faisant une nouvelle action, vous allez pouvoir lui mettre un message et le notifier. Et Epis va lui envoyer un message lui demandant d'intervenir, par exemple, mais également de pouvoir consigner tout ce qui a été fait sur la centrale, de stocker vos factures ou vos rapports de maintenance et de les retrouver dans le temps pour avoir un espèce de carnet de bord de ce qui s'est passé sur vos sites. Les dernières vues que je voulais vous montrer là-dessus, donc c'était ici la vue au niveau du point de livraison, donc au niveau du compteur Enedis. Alors ce site-là, on l'a mis en place, voilà, là j'en ai typiquement. Donc ici, vous voyez en bleu ciel, c'est la puissance à injecter. Et à chaque fois, ici, on vous remet la puissance théorique, tout simplement parce que si jamais vous n'avez pas de production via les onduleurs, et ben, le fait d'avoir également le suivi via les compteurs vous permet de savoir si vous avez plutôt bien produit sur la centrale, en cas s'il y a un délai de communication. Et donc là, je vois que sur ces jours-là, le site a plutôt bien produit par rapport à ce que j'aurais dû produire au niveau des données du compteur. Parce que là, je suis vraiment au niveau du compteur, pas forcément au niveau des onduleurs. Ce qui fait que pour des centrales en autoconsommation, donc là, je vous montre que c'est une centrale en autoconsommation, ce qu'on voit ici en orange, il y a du soutirage. Et bien, Epis est capable, à partir de la production des onduleurs, du soutirage et de l'injection qu'on a au niveau du compteur ici en bas, de recalculer la consommation et l'autoconsommation du site. Dans le cas d'un des producteurs adhérents de la PFA qui a mis en place Epis, il avait un poulailler, il voulait suivre sa consommation, puisqu'il a une centrale au-dessus qui est en autoconsommation, ça lui permet de suivre un petit peu ce qui se passe, puisqu'Epis va recalculer après l'ensemble des indicateurs qui sont en lien avec l'autoconsommation d'un site. Et ça, pareil, après, vous pouvez afficher à des temporalités différentes comme la semaine, le mois, l'année, etc., etc. Et enfin, le dernier onglet, c'est l'aspect configuration, puisque la totalité de la plateforme est configurable pour créer vos groupes, pour rajouter vos centrales et même configurer les règles de surveillance, rajouter des photos, mettre des règles, etc., etc.
Pareil, si vous voulez donner des accès à d'autres personnes que vous, à vos mainteneurs, à l'APFA ou à d'autres structures, vous avez possibilité de le faire directement via votre propre interface. Vous avez la main pour le réaliser. Pour configurer vos tableaux de bord pour la maintenance, mais également pour configurer vos tableaux de bord. Les tableaux de bord, c'est quand vous connectez à Epis. Donc, il y en a un au niveau du groupe, celui-ci, et un au niveau du site, qui était celui-là. Et ben, c'est des choses que vous pouvez totalement configurer. Celui que je vous ai montré, si pour vous il est trop complexe ou pas assez complexe, vous avez ici les écrans qui sont disponibles. Vous les prenez, vous les déposez. Vous allez pouvoir les modifier de place si vous voulez. Vous les agrandissez, vous les configurez pour afficher ce que vous voulez. Donc, quand vous vous connectez, vous allez pouvoir configurer les vues que vous voulez voir en premier, notamment quelles informations vous intéressent. Que ce soit pour vous, mais également pour votre mainteneur, si vous passez des accès à un mainteneur. Puisque ça, les tableaux de bord, ils sont configurables pour chaque rôle. Et les rôles, c'est quand vous donnez des accès à un utilisateur tiers autre que vous allez lui affecter un rôle pour pas qu'il ait accès à toutes les informations de vos centrales, mais également, vous allez lui choisir quel groupe d'installation il doit avoir accès. Comme ça, il n'a pas accès à toutes les informations que vous souhaitez, vous allez pouvoir le limiter. Donc ça, vous avez la main pour pouvoir le créer. Et de toute façon, on vous forme à l'utilisation de l'outil. Il y a également l'aide en ligne qui vous permet de détailler et de préciser tout ce qui a été reconfiguré. Si jamais vous avez un petit doute, vous allez pouvoir le lire. Et là, on vous met par exemple tous les graphiques qui existent et on vous les explique. Parce que même si on vous les explique pendant la formation, pendant le temps du support ou quand vous m'appelez, c'est toujours mieux d'avoir une trace écrite. La dernière partie que je voulais vous montrer, c'est donc la partie kiosque, si jamais vous voulez communiquer dessus. Donc, c'est des écrans virtuels que vous choisissez ici en bas. Vous pouvez modifier les couleurs ici, rajouter des images pendant la présentation. Et le lien qui va être ici, vous le mettez dans un écran d'accueil qui est connecté à Internet et ça va faire de la communication en lien avec vos sites. Je vous en parle, je ne sais pas si forcément c'est quelque chose qui pourrait être utile pour certains d'entre vous. On en avait parlé un petit peu entre nous, donc au moins vous pouvez voir cette possibilité-là. Ça peut servir à la limite, je ne sais pas, on a une porte ouverte, on veut communiquer sur des infos sur sa centrale, là on peut avoir tout de suite des éléments. Ouais. Faire un panneau à mettre lors de la visite par exemple. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que sur la plateforme Epis, le but c'est vraiment via les tableaux de bord de voir rapidement l'état des centrales. Donc il y a une question sur les alertes SMS, si arrêt total de la centrale. Si la centrale est arrêtée, vous allez recevoir un mail. On n'envoie plus de SMS parce que c'était trop lourd à supporter et surtout ça nous posait beaucoup de problèmes avec les différents opérateurs. Et on s'est aperçu qu'on a eu moins de problèmes avec les mails. Ça paraît bête, mais c'est aussi pour ça qu'on a arrêté. D'où aussi notre envie de mettre les alertes sous notification de l'application mobile qui est présente sous Epis, parce que vous avez généralement tous un téléphone aussi aujourd'hui, d'où la demande du SMS, et donc d'avoir des notifications. Mais ça, ce sera dans la prochaine version de notre application qui est en place depuis maintenant quelques mois. Donc l'outil Epis, le but, c'est de centraliser les informations, notamment ici, par exemple, vous pouvez voir tous les contrats qui sont en lien avec vos centrales, là aussi pour vous rappeler quand est-ce qu'ils se terminent. Donc ça peut être les contrats de femmes garantie des onduleurs, vos contrats d'assurance, les contrats avec vos mainteneurs. Et donc le but, c'est vraiment aussi de consigner toutes les informations qui se passent sur vos centrales pour avoir un endroit où c'est quelque part et au moins vous retrouvez très rapidement l'information. C'est aussi un des usages de la plateforme, en plus après de pouvoir avoir accès ici via vos extractions à toutes les données que vous voulez avoir si jamais vous en avez besoin, puisque ce sont vos données, elles ne nous appartiennent absolument pas, elles vous appartiennent à vous. On a juste le droit de les acquérir, de les traiter et de les stocker pour votre propre compte. Donc si je reviens sur la présentation, hop. Pour en résumer, les différents avantages qu'on a vus avec Isabelle et Pascal et les 4 autres producteurs avec qui on a pu échanger, c'est que pour vous, il y a déjà un suivi de production de tous vos centrales sur un seul et unique portail, quel que soit le matériel, puisqu'on est compatible avec une grande partie du matériel qui existe en France. Je ne dis pas tous parce qu'il y en a certains où en effet on n'a pas pu être compatible pour différentes raisons. Même si aujourd'hui vous avez du matériel qui n'est pas compatible actuellement avec la solution Epis, vous nous demandez, et nous déjà on a peut-être déjà l'information, ou alors c'est une passerelle qu'on est en train de réaliser puisqu'on rajoute des compatibilités quasiment tous les mois, notamment là dernièrement avec tous les nouveaux fabricants d'onduleurs qui arrivent et que les installateurs peuvent vous ajouter. Il y a également la possibilité de suivre vos sites sans ajouter de matériel via les compteurs.
mais c'est valable uniquement pour les sites qui sont en vente totale, puisqu'en autoconsommation, l'injection ne sera pas égale à la production de vos sites, ce qui n'est pas le cas en vente totale. Et donc, même si vous avez des sites qui n'ont aucun matériel de communication, on pourra vérifier leur fonctionnement via l'injection du compteur qu'on peut récupérer sans rien installer. Aujourd'hui, tous vos compteurs doivent être communicants, puisque Enedis, en 2022, a fait un déploiement de boîtiers IP. Peut-être que ça vous parle. Et quoi qu'il arrive, quand moi je vais valider votre compatibilité, je vous demande à chaque fois le numéro de PRM de votre compteur, ce qui me permet de le tester à distance. Et si jamais il n'est pas encore communicant, on peut faire la démarche auprès d'Enedis et ils vous rendront communicant dans les semaines à venir et de façon gratuite, puisque c'est un service qui est obligatoire pour Enedis, puisque eux-mêmes veulent savoir. Pareil pour la facturation, on a également les relevés d'Enedis. Donc, si vous facturez la date d'anniversaire, et puis là, vous affichez les relevés jour par jour de ce qu'on aura pu recevoir de vos compteurs. Comme ça, vous pourrez faire vos facturations automatiquement. Vous avez la possibilité de garder votre matériel. Donc, on a eu l'exemple pour M. Moréac qui est sur une de ses centrales sur Quantum, c'est qu'on va s'adapter aux équipements qui sont sur site. Pour vos nouvelles centrales, si vous avez des centrales en développement, vous pouvez mettre le matériel qu'on préfère, mais c'est pas obligé. C'est vraiment en fonction de ce qui est le plus simple pour vous en termes d'installation, de prix aussi. Mais en tout cas, EPIS, on vous donne à chaque fois toutes les conditions de données, mais c'est l'objectif vraiment de se connecter à ce que vous avez déjà mis en place sur vos centrales. C'est de suivre aussi en autoconsommation. On n'a pas besoin de mettre des capteurs d'énergie sur les compteurs puisqu'on les récupère automatiquement. Donc, si c'est des sites que vous avez dans votre parc, c'est quelque chose qu'on peut suivre très facilement à distance. Un système d'alerte qui est automatique et qui est configurable puisque je ne suis pas allé très loin dans les alertes qui sont en place dans EPIS. Mais en fait, vous pouvez configurer pas mal de choses au fur et à mesure que vous allez pouvoir prendre en main la plateforme, même que nous, on va pouvoir conseiller. Il y a des cas où au début, je sais très bien qu'avec certains d'entre vous, on va devoir se reprendre un moment quelques semaines après, tout simplement parce que vous avez des cas très particuliers sur vos centrales, ce qui fait qu'on va devoir adapter les règles d'alarme. Donc ça, on va vous montrer. Vous avez, vous, également la possibilité de le faire. Si vous vous sentez très en confiance, si vous êtes un mainteneur à qui vous avez totale confiance et vous demandez de faire le suivi de vos sites via EPIS, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Alors, il y a une question sur Enedis, sur l'adresse mail du service Enedis pour avoir les infos PRL. Alors, c'est les infos PRM, M comme Marie, et non PRL. Et normalement, vous avez un portail producteur avec Enedis où vous avez ces informations-là. Le PRM, vous l'avez également sur votre relevé Enedis que vous devez recevoir pour l'injection sur votre facture. Il doit être présent, c'est un numéro qui a 14 chiffres. Ou alors, vous avez normalement un contact Enedis, parce qu'Enedis a plusieurs contacts régionaux, et nous, on est en contact au niveau national pour ce service-là, donc on ne connaît pas forcément tous les contacts associés. Et enfin, vous avez aussi un outil unique pour suivre et consigner toutes les informations de vos centrales. Donc, je suis allé aussi assez rapidement, mais que ce soit les contacts liés au site, la maintenance, les contrats, les indicateurs que vous voulez suivre. Le but, c'est vraiment d'automatiser un maximum de choses sous EPIS et d'avoir un endroit où vous pouvez mettre toutes vos informations pour les garder, puisque des fois, vous pouvez mettre un peu de temps pour les retrouver. Ça arrive à tout le monde. Et au moins, ici, c'est consigné et on gagne du temps. Et on augmente aussi sa fiabilité, notamment si vous avez des mainteneurs qui peuvent intervenir sur le site, ils peuvent vous demander le carnet de bord de maintenance pour savoir ce qui s'est passé, ou eux-mêmes vous faire un rapport qui est dessus. Et alors ça, oui, en effet, on avait mis cette dernière partie qui était de connaître ce que vous devez facturer sur vos installations, puisque comme on l'avait donné Enedis ou des différents GRD, c'est Enedis qui nous envoie ces données-là, donc c'est la donnée qui est fiable, puisque c'est celle qu'Enedis nous envoie, celle qu'ils vont vous envoyer par la suite. Et donc, vous pouvez le savoir en amont sans forcément attendre les relevés d'index, ou alors, comme je prenais l'exemple de la facturation à la date d'anniversaire, puisqu'Enedis doit envoyer aujourd'hui encore des relevés du 1er au 1er ou du 31 au 31. Et donc, dans ce cas-là, si vous êtes par exemple au 17 du mois, vous aurez les informations. Ensuite, sur comment on met en place EPIS et nos services d'accompagnement. Donc déjà, la première partie, ça va être de connaître les informations techniques de vos centrales. Et donc pour ça, quand on parle d'informations techniques, c'est avec les marques d'onduleurs. Est-ce que vous avez un data logger présent ou non? Et donc ça répond bien à la question qui vient d'être posée. Ou est-ce que vous avez un portail de supervision en place? Que des fois, le data logger, vous n'en avez pas connaissance, mais via le portail, moi, je peux vous dire où retrouver l'information, ou alors, si vous avez avec tel portail, je sais que c'est tel matériel. Et par exemple, l'exemple de Quantum, via IEL, je sais que c'est du WebDyn. J'en mettrai ma main au feu. Dans le cas où vous n'avez pas de matériel de communication, il y a deux choix. Soit vous en ajoutez un qui est compatible avec vos onduleurs, soit vous suivez le site via le compteur, dans le cas où il est en vente totale.
puisque via le compteur, on a l'injection. Et dans le cas de la vente totale, l'injection est égale à la production du site à quelques pourcentages près. Et nous, via la production théorique, on va pouvoir savoir si vous injectez correctement par rapport aux prévisions météo. Si jamais vous avez des sites en vente en autoconsommation, là, il faut absolument un data logger. Mais souvent, les sites en autoconsommation, c'est des sites qui sont plutôt récents et généralement, il y a de la communication sur vos sites. Mais dans vos autres cas, soit vous en rajoutez un, soit on passe que par les compteurs. Ça va être un choix que vous allez pouvoir faire, notamment potentiellement économique, de facilité, peu importe. Donc pour ça, il nous faut connaître le numéro de PRM, comme ça moi je peux vous valider si vos compteurs sont communicants ou alors il faut faire la démarche auprès d'Enedis pour le rendre communicant. Et également la puissance crête de vos centrales, notamment pour vous estimer la partie chiffrage de la plateforme. Pour ça, on a un document Excel qu'on a mis en place, que je vous montrerai après dans le fichier partagé, mais qui vous permet de renseigner toutes les informations, de me les envoyer pour que moi je puisse vous les valider. Puisque la deuxième partie, c'est que EPIS, donc principalement moi dans un premier temps, après peut-être que je serai accompagné par une autre personne, c'est de vous valider qu'on est bien compatible ou alors comment on va récolter les données. Et donc JB, je ne sais pas forcément qui vous êtes, mais sur le chat, c'est marqué JB. Justement, en reprenant cette information-là, on va vous proposer plusieurs façons pour récupérer et pour suivre vos centrales à distance. Après, à vous de faire votre choix en fonction des retours qu'on vous fera. On vous donne toutes les possibilités et après, on vous laisse le choix. En tout cas, nous, on va vous valider, on est compatible, on ne l'est pas. Si on l'est, quelles données on peut avoir. Si on ne l'est pas, quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place. Il y a une souscription à EPIS, donc pour ça, on a mis un formulaire en ligne puisque la PFA doit valider que vous êtes adhérent. Donc ça aussi, je vous montrerai tout à l'heure. Et ensuite, il y a une mise en service où dedans, on va vous envoyer un accès de votre compte et toutes les informations pour mettre en place l'outil, pour la formation, la mise en place de l'outil. Donc ça, c'est nous qui allons vous l'envoyer. C'est un mail qui est assez long, mais qui trace étape par étape tout ce qu'il y a à faire et qui vous met qui vous donne toutes les informations et notamment les contacts avec mon service support qui est là pour vous accompagner, pour mettre en place la plateforme comme tous nos clients sous EPIS. Ensuite, une fois que vous avez votre compte, c'est de configurer, de connecter et d'activer vos sites et vous avez ensuite le début de la supervision qui commence. C'est l'étape où on est actuellement Pascal, par exemple, où Pascal est rentré dans l'étape de formation. Et les formations, c'est des sessions qu'on a ouvertes tous les jeudis. Vous pouvez vous inscrire. On n'a pas encore choisi de date, mais avec Isabelle, on voulait mettre en place des sessions de formation spécifiques pour la PFA, où vous n'aurez que des adhérents de la PFA. On n'a pas encore choisi de date parce que comme le webinaire d'aujourd'hui, on l'a repoussé plusieurs fois pour différentes raisons, notamment une où j'étais totalement malade et je ne pouvais plus du tout prendre la parole. Mais en tout cas, on essaiera aussi de mettre en place si on sent qu'il y a un besoin, mais quoi qu'il arrive, il y a des sessions ouvertes où vous pouvez vous inscrire quand vous êtes disponible. Pour la partie tarification, donc on fonctionne par une redevance annuelle par site activé en fonction de la puissance crête. Donc ça veut dire qu'un site de 36 kg n'a pas forcément le même tarif sous EPIS qu'un site de 100 kg, mais à chaque fois, on va vous facturer au site activé. Donc si vous en avez 7, vous en activez par exemple que 3 dans un premier temps, on va vous facturer que les 3. Les 4 autres restants, on va attendre que vous les mettez en place sous EPIS, parce que peut-être qu'il y a des travaux, peut-être qu'ils sont en cours de mise en service, peu importe. Mais en tout cas, on va vous facturer que les sites activés en fonction de leur puissance crête. On n'a pas de frais de mise en service parce que vous pouvez ajouter par vous-même vos centrales, même si le support peut vous accompagner, qui est la documentation. Et EPIS vous permet, via ces tarifs, d'avoir accès à la totalité de l'outil, libre à vous d'utiliser toutes les fonctionnalités ou non, aux données météo qu'on va acquérir par satellite pour chacune de vos centrales. C'est quelque chose qui est inclus et qui est même inclus dans l'historique d'EPIS. Par exemple, Quantum, ce n'est pas forcément quelque chose qui était en place. IEL a pris l'option, là où nous, EPIS, c'est totalement inclus, puisque on voit difficilement comment faire de la supervision correctement sans données météo. Vous avez également accès aux données des compteurs, donc que j'ai appelé, c'est les PDF, c'est les points de livraison, le terme vraiment technique chez Enedis. Et j'ai mis si disponible, puisque si vos compteurs ne sont pas communicants, si on n'est pas encore compatible avec le GRD, qui n'y a pas qu'Enedis, il faut qu'on puisse le réaliser, mais ça, c'est quelque chose qui est inclus. Vous avez également accès au support technique, donc on a une adresse mail et un numéro de téléphone ou via le ticket de journal de bord. Ils sont disponibles, il y a des permanences téléphoniques pour les appeler. Vous les appelez, ils ne répondent pas, vous leur laissez un message, comme ça ils vont vous rappeler, puisque des fois ils peuvent être déjà en ligne, notamment lors des mises en service. Si vos mainteneurs ou vos installateurs pour des prochaines centrales s'occupent de la mise en service sous EPIS, ils peuvent également les appeler. On accepte que vos partenaires nous appellent dans le cadre de votre utilisation de l'outil.
Et vous avez également accès aux sessions de formation qu'on propose donc tous les jeudis matins, comme je l'évoquais tout à l'heure. Les tarifs qu'on a mis en place, donc c'est des tarifs qu'on a négociés avec Isabelle, Pascal et les administrateurs de la PFA qui vont prendre en compte l'ensemble des adhérents. Donc là, les tarifs que je vais vous évoquer, théoriquement, sauf si vous aviez 50, 100 installations, on ne vous les ferait pas forcément. Mais là, comme on prend un global, c'est-à-dire que si jamais il y avait tous les adhérents de la PFA et toutes les centrales, eh ben, on prendrait le nombre de total de sites complets pour justement adapter les tarifs à chacun. Même si vous, individuellement, vous pouvez avoir que 1, 2, 5, 10 projets, on essaie de vous prendre en compte. Et là-dessus, donc, il y a des remises automatiques qui vont arriver sur votre parc en fonction du nombre d'installations totales qui ont été activées sur l'ensemble des adhérents. Et quoi qu'il arrive, ce qu'on a aussi décidé, c'est de communiquer avec la PFA sur le nombre de sites qui sont suivis, comme ça vous serez au courant. Sur la partie tarification, donc à quoi cela va ressembler? Donc là aussi, je suis désolé, cela ressort un peu plus flou que ce que je voyais ce matin. Non, ça va. Ça va? Ok. Ah oui, non, c'est bon. Donc ici à gauche, j'avais les tranches de puissance ou par centrale. Donc si vous avez une centrale par exemple de 99,9 kg, comme ça peut être le cas, vous allez être dans la troisième ligne ici, entre la ligne 3600 kg. La première ligne, c'est qu'on vous a mis nos tarifs publics qui sont connus par tout le monde. Et donc le tarif initial du partenariat, c'est 10% dès la première installation, qui est notamment généralement plutôt atteint au bout de la 30e, 40e installation de nos clients, sauf cas exceptionnel. Et ensuite, vous avez des remises en fonction du nombre de sites qui arriveront. Donc, ça se trouve, à un moment donné, si on travaille ensemble, même si on va vous prévenir quand on changera de tarif, vous pourrez avoir des coûts d'épices qui vont se réduire parce qu'il y aura eu de plus en plus de sites activés par les adhérents de la PFA. Mais là, pour le moment, vous, ce que vous pouvez prendre en compte, ce sont ceux qui sont en coloré bleu, notamment donc pour un site de 100 kg, 90 € à l'année, en comprenant tous les services que je vous ai évoqués. Ça, quoi qu'il arrive, sur le document, vous y avez accès et je vais pouvoir vous le repartager. Avant de passer sur la partie… Oui, il y avait quand même la question de Laurent qui n'avait pas été soldée, je crois, de la précision, sauf erreur de ma part, par rapport au prévisionnel avec les données météo et matériel, notamment effectivement avec des panneaux un peu spécifiques comme les panneaux hétérojonction. On n'arrive pas vraiment à avoir des prévisionnels de production qui prennent en compte cette spécificité des panneaux. Est-ce que… Ouais. Alors, nous, sur les données météo, on utilise un fournisseur qui s'appelle Soda, qui est une émanation de l'école des mines de Marseille, de mémoire, qui s'appelle la structure d'air Transvalor. On est en train d'étudier d'autres, puisqu'il y a d'autres solutions qui existent aujourd'hui. Sur la précision, on va dire que ça dépend beaucoup si vous avez des sites en vallon. Alors, si vous êtes dans le centre Val de Loire ou en Bretagne, ça l'est beaucoup moins. Par exemple, on a des sites dans les Alpes ou dans les Pyrénées où le soleil est ici, le vallon est là et la centrale est ici. Donc là, c'est un peu plus compliqué. C'est là où on va être le moins précis. L'hiver, pareil, parce que nous, on reçoit un max d'irradiation et une valeur moyenne. Et donc, l'hiver, il se peut que des fois, quand il fait vraiment moche, tout gris, on a un min à 0. C'est pour ça qu'aussi, on a d'autres prises en compte d'analyse de performance autre que la donnée météo, parce que des fois, si le min est à 0, centrale ne sera jamais en défaut, ce qui n'est pas vrai. Ensuite, on a également un module sous épices qui permet d'analyser le passé. C'est-à-dire que votre centrale, plus on aura des données, plus on va pouvoir vérifier son comportement par rapport à des données météo et donc justement d'adapter si jamais il y a des prévisions qui ne sont pas bonnes. Puisqu'en effet, ça peut arriver que vos prévisions ne soient pas bonnes. Nous, le cas aujourd'hui qu'on a du mal à prendre en compte et on échange beaucoup là-dessus avec Espul, et à tel point qu'on a même lancé un sujet de recherche là-dessus, c'est les panneaux bifaces. Les panneaux bifaces, je ne sais pas si vous connaissez, théoriquement, on annonce 10 à 15% de production en plus, ce qui sur l'année est plutôt vrai, mais comme nous, on analyse les données heure par heure, heure par heure, vous n'avez pas forcément 15% de plus de production. Oui, puis attends, 15% de plus, mais c'est pour des panneaux au sol. Alors, voilà, c'est là où j'allais en venir, c'est qu'en plus, ça dépend derrière vos panneaux, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est de l'herbe? Est-ce que c'est de la toiture? Est-ce que c'est des tuiles? Est-ce que quelle tuile, de quelle couleur c'est? Les 15% de plus, c'est même dans un environnement où vous avez des immeubles blancs à côté, puisqu'après, il y a un effet albédo. Donc, l'effet albédo, c'est le rayonnement du soleil des bâtiments, de l'environnement autour qui réagit sur la centrale.
Et donc, en effet, c'est la partie, on va dire, sur les prises de données où on est encore un peu moins bon et on est en train de regarder pour l'analyser. Dans le cas de l'hétérojonction, donc j'aimerais bien que vous me précisez là-dessus, parce que j'en ai pas forcément entendu parler. Quel est votre problème là-dessus, Laurent? En fait, les panneaux hétérojonction, c'est un mélange de monocristallin et de silicium amorphe. Et donc, on s'est aperçu, puisqu'on a quelques centrales qui sont faites comme ça, dont celle de Laurent qui est au nord. Et donc, à certains moments de l'année, par exemple l'été, quand le soleil est très haut et qu'il ne faisait pas beau, la centrale au nord, en hétérojonction, produisait plus que la centrale au sud, qui était en monocristallin. Donc, du coup, on voit bien que l'hétérojonction a sans doute Ok. un surplus de production à notre connaissance, que les simulateurs de production ne prennent pas en compte. Ok. Alors, je me renseignerai parce que dans Epice, quand on rentre, alors quand on configure un site, je vais vous montrer en même temps Epice pour répondre à votre question. Donc, dans la configuration des centrales, quand vous ajoutez vos composants, donc ici, vous ajoutez un onduleur et par exemple, SMA, ici, vous avez toute une liste des onduleurs qu'on a pu renseigner. Donc ça, c'est une base de données qu'on alimente nous-mêmes pour tous nos clients. D'ailleurs, si vous avez des onduleurs qui ne sont pas présents dans la base de données, vous nous le dites, vous nous aurez la fiche technique et c'est nous qui le rentrons. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on a la même chose sur les panneaux, ici en bas dans Champéry. Et donc ici, dans les panneaux, on va prendre en compte aussi certaines caractéristiques du panneau en lui-même. Et ça, je vais me renseigner dans ce cas-là. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des meilleurs burgers ou des Canadian Solar, par exemple Alors, meilleur burger, c'est sûr. Canadian. Parce que ces marques-là proposent de l'hétérojonction et on a des centrales avec ces panneaux-là. Alors, type de cellule, est-ce que c'est là? Je me renseignerai quand même. Mais on a les fiches techniques. Hein. Ouais, je me renseignerai, c'est quand même une bonne question. Hop, je me le note. En tout cas, on essaye de prendre en compte certaines propriétés. Après, est-ce que c'est une variable qu'on prend en compte? Je regarderai, Pascal, je ne sais pas si les centrales sont déjà en service sous Epice sur ce qu'évoquait Isabelle, mais on pourrait même regarder Non, l'impact. il n'y en a pas, je ne crois pas. Non. Ok. Pour l'instant, il n'y en a pas. Enfin, à ma connaissance. Parce qu'on travaille avec pas mal de mainteneurs et d'installateurs dans le Nord. C'est Solewa chez nous qui installe ces panneaux-là. Ok, alors Solewa, c'est plutôt Nantes et ils m'en ont pas parlé parce qu'on a des centrales chez eux et on n'a pas cet effet-là de surproduction. Après, est-ce que les centrales qu'ils ont mis sous Epice sont vraiment en hétérojonction? Ah bah, pas Ça, toutes. Hein. Ils ne vendent pas que des panneaux hétérojonction. Je leur demanderai et comme ça, je vous ferai un retour à tous sur ce cas-là. Mais ça peut être intéressant pour nous, effectivement, d'avoir peut-être un groupe avec les gens qui ont des panneaux hétérojonction, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'avoir des retours de données fiables et neutres sur la production supérieure ou pas de ces panneaux-là. Oui, tout à fait. Parce qu'ils sont plus chers, donc il faut qu'ils produisent plus, sinon… Ouais. Alors, pendant très longtemps, et puis on nous a demandé de faire des analyses par matériel de la performance du matériel. Déjà, on ne l'a jamais fait parce que c'est du temps. Et deux, c'est qu'on avait les performances de vos centrales vont beaucoup dépendre aussi de vos installateurs, de quand est-ce que les sites ont été mis, des fabricants, est-ce que c'est des nouvelles séries, notamment de modèles de matériel. Et surtout, même si aujourd'hui, on doit avoir presque 6000 sites sous Epice, là, on sait qu'on a 1000 sites installés en début d'année, donc c'est pour ça que ça augmente énormément, mais malgré tout, 6000 sites, c'est pas beaucoup. Parce que 6000 sites, on a peut-être 50 marques de matériel différents, donc ça divise, on va dire en moyenne, par beaucoup moins, 500, et même par SMA, par exemple, SMA, des fois, on a 30 références de modèles chez eux. Donc, oui. Et puis aussi, on avait fait un audit avec un bureau d'études il y a quelques années, avec 4 centrales qui étaient en Bretagne à l'époque, qui produisaient bien au-dessus des autres. Et on avait recherché des causes. Et en fait, on avait, au niveau du matériel, le bureau d'études n'avait rien trouvé de particulier. C'était des bonnes centrales, mais pas de meilleure qualité que d'autres. Et les seules choses qui faisaient la différence, c'était soit des centrales en bord de mer, donc très bien ventilées, ou des centrales sur une butte, donc très bien ventilées. ok. Donc, Faut regarder,
le matériel n'est pas forcément… Regardez ce que nous, justement, ici, vous voyez ici en bas à droite, on vous demande la ventilation. Alors, parce que nous, on a vraiment des centrales où ils ont mis un ventilateur, parce que c'est dans un environnement où il fait très chaud. Et donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de facteurs qui peuvent jouer, et même des fois, quand on a des sites en surproduction, on regarde avec vous ce qui se passe, parce qu'en fait, il y a pas mal de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Et là, je pense que faut déjà, je vais poser la question parce que je m'occupe pas forcément de la mise en place des composants, mais ça pourrait, en tout cas, on pourrait essayer de trouver des solutions si jamais vous en avez plusieurs. Ok. Avant de répondre aux autres questions qui ont été posées, je voulais juste vous montrer très rapidement. Donc là, c'est le bon de commande qui est en ligne, qu'on pourra vous fournir. Alors pour le moment, c'est encore sur Google Form, mais on est en train d'essayer de changer de Google. C'est très petit là, donc on vous le fera suivre parce que c'est pas très lisible. Tout à fait. Et surtout, donc ça, c'est un outil CIFAL qu'on utilise en interne pour faire du partage de documents. Et donc ça aussi, on verra comment on pourra vous fournir. Mais dessus, vous avez la brochure des pistes, nos compatibilités. Donc sur tout le matériel auquel on est compatible les pistes, notamment avec le détail des données qu'on peut acquérir. Alors, la date n'est pas bonne, c'est 2024. Je l'ai mis à jour il y a 2 semaines. Mais également, c'est surtout ce fichier-là que je voulais vous montrer. C'est donc ce fichier qu'on vous demande de nous renvoyer quand vous voulez souscrire. Comme ça, on pourra vous faire un retour sur la compatibilité. Donc, c'est un fichier Excel, rien de plus simple, alors qu'il a un peu de temps à charger. On mettra ces documents-là sur le site de la PFA dans l'espace adhérent et donc vous pourrez retrouver ces éléments-là. On pourra vous envoyer un lien avec un mail, avec le lien qui mène vers les documents. Oui, tout à fait. Donc, vous nous mettez vos sites, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, peu importe, la puissance, la marque et modèle des onduleurs. Si vous ne le connaissez pas, cette partie-là n'est pas très grave. Cette case-là est quasiment presque la plus importante, mais aussi si vous ne le connaissez pas, vous nous mettez en commentaire que vous ne savez pas, on en reparlera. Et ensuite, le numéro de PRM, c'est notre consommation, et moi, je vous ferai un retour dans cette case-là pour chacun de vos sites, comment on va récupérer le données. Donc ça, ce document-là, il est très important. Si vous me contactez, je vous l'enverrai aussi. On pourra se reprendre aussi un temps avec vous directement pour pouvoir en parler. Donc il y avait des questions, notamment de Laurent Moréac, qui était vu les coûts de maintenance en forte augmentation. J'envisage de faire une formation validée pour la faire moi-même en m'équipant du matériel nécessaire avec un suivi PIS et en validant avec l'assureur. Vous en pensez quoi? Alors, valider avec l'assureur, c'est une bonne idée parce que c'est toujours important. Moi, je connais très bien Alexis Assurance, qui est plutôt des courtiers en assureur, parce que le repreneur, il arrivait dans les zonaires au même montant que moi quand il était avocat, enfin élève avocat, bref. Et donc, on en parle beaucoup justement de la partie maintenance, les impacts, et lui-même, il voit qu'il y a beaucoup de producteurs qui n'incluent pas assez leurs assureurs. Et donc, déjà, ça, c'est vous avez raison de le faire. Ensuite, pour vous former vous-même, si vous êtes habilité électriquement, je ne vois pas forcément trop de problèmes. Pareil, pour faire la supervision vous-même, moi je dirais oui, parce que ça dépend de qui est votre mainteneur, mais il y a des mainteneurs que je connais qui ne font pas de supervision et de maintenance. Et donc, en fait, des fois, vous avez meilleur temps de suivre vos sites vous-même. Par contre, après, si vous ne voulez pas faire l'intervention technique quand il y a un défaut, là, en effet, d'avoir un mainteneur, mais de faire le suivi à distance, des fois, c'est mieux de le faire vous-même. Sachant qu'il y a plusieurs formations qui existent. Nous, on en a monté une en place avec Espul, via l'INES, via la FNCCR, etc. Et ensuite, si vous voulez plus aller dans le photovoltaïque pur et dur, ça peut être une bonne idée, sauf si vous avez un prestataire de maintenance qui fait très bien son travail. Et dans ce cas-là, peut-être qu'Isabelle en connaît aussi, donc ça dépend. Donc ça paraît une bonne idée. Par contre, il faut que vous ayez du temps. Deux, il vous fera l'habilitation électrique quoi qu'il arrive. Et après, ce que votre assureur va aimer, ça, j'en ai aucune idée. L'assureur, au début, je pense qu'il ne va pas aimer parce que c'est pas votre métier de base de faire de la maintenance photovoltaïque. Mais en connaissant certains mainteneurs, des fois, de façon pure opérationnelle, moi, je trouve que c'est une meilleure idée. Mais je ne suis pas un assureur et souvent, vos assureurs, s'ils ne connaissent pas le monde du photovoltaïque, ils ne vont pas forcément aimer. Donc, parlez-en avec lui, mais ça semble plutôt bon. Vous avez demandé à Solewa, mais ils ne bougent pas. Décevant de leur part, savant et après, démerde-toi. Alors, en effet, et pour connaître Camille Renaud, donc celui qui s'occupe de la maintenance chez Solewa, c'est qu'ils sont clairement en sous-effectif. Et que eux, leur métier, c'est avant tout de vendre des installations.
Pourquoi on discute avec eux? C'est que justement, à travers Epice, ils aimeraient mettre en place une vraie supervision pour leurs clients, puis ensuite un service de maintenance. Donc là, on est plutôt en études financières avec eux, puisqu'ils ont un parc assez important et aussi technique. Donc, ils ont une volonté de s'améliorer là-dessus, mais en effet, ça peut arriver, notamment par le passé, que Solewa était moins actif comme plein d'autres. Dans le cadre d'un bac acier blanc, y a-t-il un intérêt de pose de panneaux bivers biface? Oui, sachant qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les fabricants de panneaux font des panneaux bifaces, j'ai l'impression. Après, ça, c'est plutôt Espul qui pourra vous en dire beaucoup plus, qui a un peu mieux analysé. Moi, je ne sais pas si Flipit, on a des sites de ce type-là, puisque je ne connais pas en détail toutes les centrales sur la plateforme. Mais de toute façon, les panneaux bifaces, ça a clairement un intérêt sur la durée. Sur une année, on peut avoir un surplus de production. Et de toute façon, je pense vraiment que tout le monde va faire que ça maintenant. Après, sur une toiture, j'ai quand même des doutes. C'est vrai que demain, il n'y aura plus que ça, des bivers bifaces, mais est-ce qu'on va produire plus pour autant sur un toit? J'en suis pas certaine. Après, un bac acier blanc, peut-être que c'est un intérêt en termes de température, mais on n'a pas vraiment de retour là-dessus. Ouais. Nous, les panneaux bifaces, les centrales en biface, on en voit depuis 1 an sous Epice. Et on essaie justement, alors il y a un sujet qu'on a lancé quand même en interne et qu'on a reparlé ce matin, c'est justement de l'analyse des sites entre le réel et théorique, notamment dans le cas des panneaux bifaces, et de faire un peu un retour d'expérience, ou même Espul est en train de sortir une étude sur les panneaux bifaces, sur l'aspect théorique, et on aimerait lancer avec eux un retour d'expérience pour savoir concrètement qu'est-ce qui se passe derrière. Parce attention, il y a beaucoup d'installateurs qui ne vous disent pas quand ils ont mis des panneaux bifaces, et donc ils vont valider leur surplus de production à l'aide des panneaux bifaces. J'en connais 1 ou 2 en tête qui ne vous disent pas, qui vous disent que c'est des panneaux normaux, et en fait ils ont un surplus de production et ils vous disent parce qu'ils ont fait de la très bonne qualité. Non, enfin pas forcément. Tout l'intérêt aussi d'avoir les fiches techniques de son matériel. C'est ça, voilà. Tout à fait. Et de vérifier. Vous avez une permanence photovoltaïque faite par Espul qui peut lire vos devis. On fait ça à longueur de jour. Ou Isabelle, en effet. Ouais. Excuse-moi, Isabelle. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai, je confirme à Guillaume que la fiche de collecte, elle est très précise et c'est un bon exercice, effectivement, pour bien connaître le matériel qui a été installé. Alors, celle-là, Pascal, c'est même la première fiche de collecte parce qu'on en a une deuxième qu'on voulait configurer centrale, où Pascal s'est retrouvé aussi dans un cas où il n'avait plus CDOE, si je me souviens bien, et donc il a fallu retrouver dans le détail qu'est-ce qu'il y avait pour chaque matériel. Donc là aussi, on a essayé d'aider Pascal. Là, c'est vraiment dire ce document-là pour avoir déjà un premier aperçu de l'état de fonctionnement, enfin pas d'état de fonctionnement, de qu'est-ce qui est installé sur le central pour déjà savoir est-ce qu'on peut récupérer les données. Après, en effet, c'est à voir dans le détail le nombre de panneaux, les inclinaisons d'orientation. On a même un autre document qu'on pourra fournir qui peut vous permettre de faire même un audit technique de ce qui se passe sur vos sites. Il y avait une question sur la... Oui, vas-y. Oui, juste un petit retour d'expérience, puisque c'est quand même important sur des faits concrets. Donc, j'utilisais justement par mon ordinateur l'outil Quantum. Bon, en fait, ce que j'avais comme résultat, c'était juste pour l'information que ma centrale était arrêtée ou pas. J'avais pas d'autres informations, même si l'outil probablement permet d'avoir des informations plus précises. Mais alors aujourd'hui, donc en étant sur Epice, donc avec chaque onduleur donc répertorié, c'est vrai que c'est très clairement une analyse très fine et je m'aperçois alors que je pensais qu'au travers des résultats que j'avais sur une des centrales, que tout était à peu près correct. En fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même des onduleurs sur 11 onduleurs. Il y a des onduleurs qui présentent des faiblesses récurrentes, c'est-à-dire qui ne produisent pas leur optimum. Donc voilà, c'est tout ce retour d'informations qui fait qu'on focalise après lorsqu'il y aura l'intervention du mainteneur, dire voilà, là il faut vérifier avec l'historique et qu'est-ce qu'il y a comme problème sur tel onduleur et tel onduleur qui ne produisent pas à leur maximum. Tout à fait. Ouais. On a une question sur l'habitation électrique de quel niveau? Je ne pourrais pas vous dire, je sais que c'est obligatoire. J'en ai aucune idée là-dessus.
Je sais que c'est obligatoire. Je pourrais demander à des mainteneurs avec qui on travaille. Il doit y avoir une question entre HTA et de la basse tension, mais je pourrais pas vous dire, désolé. Vos plus anciennes installations, ensuite, ont quel âge? Elles ont depuis 2011. On a parce que EPIS, même si ça a été créé en 2010, les premières centrales ont été mises en 2011 lors de notre première version. Puisque mais elles avaient quel âge, les centrales? Elles sont peut-être de 2008? Bien vu. Oui, on en a du 2008, oui. Et d'ailleurs, on vient de mettre en place, EPIS vient de signer avec les fermes de Figeac, pour ceux qui connaissent, peut-être qu'ils sont adhérents aussi. Et eux, ils ont des centrales de 2008 qui sont en train de mettre en place sous EPIS via des Tenesol Energrid Data, pour vous donner même le détail. Donc ouais, on doit avoir des centrales de 2008, mais sous EPIS 2011, donc quasiment 12-13 ans de données. Et les plus récentes, c'est ce matin même. Mais voilà. En termes de technologie, on a quasiment tout vu, notamment pour introduire la question d'après, sur qu'est-ce qu'on pense de la production et rentabilité des photovoltaïques sur tracker. Ça, c'est un peu quand même en marge de notre visio, là. Hein. Oui, tout à fait. Ça va un peu plus loin parce qu'en plus, les trackers, c'est un vaste sujet qui, par le passé, en France, on a un peu arrêté parce que ça ne fonctionnait pas trop. Et là, maintenant, je crois que ça va un peu plus loin. Ça va de mieux en mieux, les trackers. Donc, après, ça produit un peu plus. Maintenant, il faut regarder techniquement votre site, il faut regarder le devis, il faut regarder pas mal de choses. Et là, en effet, c'est plutôt vers Isabelle ou d'autres qu'il faut se tourner, parce que ça dépend aussi beaucoup de ça. On peut mettre le meilleur matériel au monde, hein, si derrière c'est mal fait, ce sera mal fait. Savez-vous aussi avec EPIS gérer si consommation collective à partie récolte, alors je n'ai pas toute la question, la partie récolte de consommation des clients extérieurs versus production, éventuellement cumul des centrales en production. Ah oui, est-ce que vous pouvez récupérer les données de conso des producteurs qui seraient dans une opération d'autoconsommation collective? Oui, tout à fait. Non, on suit les centrales d'une opération d'autoconsommation collective, mais on ne calcule pas la clé de répartition et la consommation et la production de chacun. Par contre, on se connecte en lien direct avec les outils qui existent et qui gèrent la facturation derrière, comme InnoGrid et Elocop, qui est l'outil d'Enercop là-dessus, ou même InnoGrid va chercher des données sur notre API. Je crois que vous avez fait des visios par le passé avec eux, donc Rémi ou Titouan, on se connaît très bien. Ou pareil, Elocop, il y a également Swin dernièrement qui est arrivé, ou Sunflow, qui sont d'autres acteurs. Nous, on ne le gère pas. Peut-être qu'à terme, EPIS le gérera, notamment via Elocop, puisque Enercop et EPIS Enercop est dans EPIS. On ne le gère pas pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas forcément un sujet prioritaire pour nous, dans le sens, aujourd'hui, on est en train de faire notre 3e version de l'outil, qui va un peu évoluer, notamment sur l'infrastructure et sur d'autres éléments. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on a priorisé, mais je ne serais pas étonné qu'un jour on le fasse, parce qu'on a toutes les données pour. Et puis surtout, on s'entend assez bien avec les outils qui le gèrent complètement. Et l'autoconsommation collective, il y a encore pas mal d'évolutions qui vont arriver. Donc, peut-être que le besoin de gestion derrière va être tout autre, d'où aussi le fait qu'il y ait des outils dédiés à ça qui existent. On est plutôt en complément de cela. Ok. Alors, on a fini là, toutes les questions par écrite si j'en ai pas loupé une. On peut prendre encore quelques minutes. Si vous avez des questions en voix haute ou d'autres à l'écrit, n'hésitez pas. C'est le moment. Pas d'autres questions? De toute façon, on va mettre ce diaporama et tous les documents à disposition. Donc, vous pourrez reprendre tout ça à tête reposée. Et puis, alors, est-ce qu'il y a tes coordonnées, Guillaume, sur le document? Alors, oui, je les ai mis au début et même à la fin si on finissait sur ça. Okay. Je vous ai mis aussi le mail EPIS contact si jamais moi, il m'arrive quelque chose, même si normalement non, mais on ne sait jamais. Non, et puis surtout, c'est qu'en ce moment, des fois, je peux être pas mal en déplacement, donc si vous avez un doute, n'hésitez pas, mais je réponds assez facilement. Enfin, là, c'est plutôt Pascal et Isabelle qui peuvent en répondre, mais j'essaie d'être très actif sur mes réponses. Il y a une dernière question. Si on veut adhérer, formulaire à compléter, vous reprenez contact ou à travers APFA.
Alors, on reprend contact en effet avec vous dès qu'on a la validation d'Isabelle ou de Pascal, ou je ne sais plus de chez qui exactement le nom de la personne, nous valide que vous êtes bien adhérent. Aude. C'est Aude. Merci Isabelle. Ou normalement, si ça fonctionne bien, mais c'est aussi pour ça que Google Form, peut-être qu'on le changera, parce que je ne suis pas sûr qu'il notifie bien correctement tout le monde. J'ai encore testé hier, on verra. Mais en effet, dès que la PFA nous valide, je prends contact avec vous pour valider votre parc. On vous demande quelques informations sur ce formulaire, sur votre parc, pour déjà vous donner des éléments. Et ensuite, on met en place assez facilement. Ça peut être assez rapide, la mise en place. Le plus long, c'est si jamais vous n'avez pas toutes les informations de vos centrales qui sont demandées pour configurer un site. C'est là où ça peut être un peu plus long. Ça peut prendre entre 2-3 semaines à quelques mois si jamais vous n'avez pas toutes les informations sur vos sites. Ça dépend beaucoup de ça. Si vous avez tout, ça peut être très rapide. La partie peut-être la plus longue, la dernière partie la plus longue, ça peut être la connexion des centrales ensuite, mais ça va dépendre de vos matériels, de vos équipements. On a des sites qui ont été mis très rapidement avec l'un d'entre vous qui était là tout à l'heure mais qui est parti. Et d'autres où avec Pascal c'était un peu plus long parce qu'il a fallu faire regarder tout ce qui se passe sur son site, des problèmes de communication, il y a eu la tempête aussi, donc ça a été un peu plus compliqué. Là, je pense que Pascal, il a tout subi sur son parc. Alors, le plus simple, c'est peut-être d'appeler directement Épice, parce que ça gagne du temps, mais sinon, vous pouvez aussi nous appeler, on vous donnera les coordonnées. Mais là, vous avez les coordonnées directes, c'est encore le plus rapide, je pense. Oui, tout à fait. Donc, j'ai pas de temps à vous donner, mais pour avoir les documents, sous combien de temps, si vous souscrivez, mais là, si vous contactez dans la foulée. Là, je pense que c'est pour moi la question, là. Dans combien de temps je vois? Donc là, je vais les envoyer cet après-midi, vous allez les avoir. Puis même moi, si vous me contactez, généralement maximum, je dis bien grand maximum dans la semaine, sachant que là, le début d'année est un peu passé, je vais avoir un peu plus de temps de dispo, donc généralement, je vous réponds sous 2 jours assez facilement. Très bien. Très bien. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou tout est bon? Non? En tout cas, le timing, il est parfait. Ouais. Je n'ai peut-être pas bien écouté, mais analyse pluriannuelle. Oui, on a les données sur plusieurs années. Tout à fait. C'est ça la question. Par contre, dans l'analyse de performance automatique, Épice n'analyse pas d'année en année. Par contre, on prend en compte les données d'historique pour adapter la production théorique. Mais après, vous avez la possibilité, là je vous montre visuellement, d'afficher ici des indicateurs. Alors là, c'est sur du mois, mais également de les afficher sur différentes années. Mais on va dire que on ne va pas analyser de façon horaire votre centrale par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. On le fait toujours par rapport aux conditions météo. Mais vous avez quand même la possibilité de regarder ce qui se passe sur votre parc d'une année à une autre pour savoir si, où est-ce que vous en êtes, etc. Même si des fois, ce n'est pas forcément gage de bon fonctionnement. Je vous donne un exemple. Le mois d'octobre dernier en France, on a majoritairement eu très bien produit parce qu'il y a eu beaucoup de soleil, alors que le mois d'octobre de l'année d'avant, ça a été l'inverse. Le mois de juin 2022, qui est le mois de juin, normalement, c'est là où on produit le plus dans le photovoltaïque, très peu de PV6 ont été atteints parce qu'il y a eu un mois très gris, alors que le juin 2023, l'année dernière, il a fait très beau, on a énormément produit. Donc, c'est pour ça que des fois, comparer uniquement la production d'une année à une autre, il faut toujours pondérer par rapport à l'ensoleillement que vous avez eu, parce que c'est l'ensoleillement qui est l'essence, on va dire, du photovoltaïque, qui est même totalement l'essence du photovoltaïque. D'une année à une autre, encore ça va, parce que nous, on avait pu voir qu'il y avait très peu d'écart d'une année à une autre. Par contre, d'un mois d'une année au mois d'une autre année, là, ça peut être très différent. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a quand même assez peu d'écart, même s'il y a toujours un peu d'écart de production entre une bonne année et une mauvaise année. On n'a pas tant que ça d'écart. Ce qu'on ne fait pas au printemps, on le fait à l'automne ou à l'été et vice-versa. Alors, en effet, j'évoquais d'un mois, d'une année à une autre, en effet. Parce que la comparaison annuelle, moi, je ne la fais même pas. Je suis assez d'accord avec vous, Isabelle. On sait que c'est souvent similaire, quoi. Sauf si votre centrale a totalement été arrêtée, et là, c'est un autre problème. Oui, là, ça peut être justement un signe de dysfonctionnement si d'année en année, ça baisse. Avec une baisse anormale, bien évidemment. C'est pour ça la possibilité, quand on est assez nombreux à la PFA,
et nous on récupérera des données des adhérents qui seront d'accord, et de faire ces dossiers analytiques et comparatifs. Là, ce sera quand même vachement instructif, parce que nous, à notre niveau, pour les adhérents, ça permettra, comme on tentait de le faire tout à l'heure, de comparer peut-être selon des technologies, toutes choses égales par ailleurs. Ça permet de se situer par rapport à ses voisins, ou en moyenne au niveau de la région. Enfin bref, c'est ce qu'on faisait avant, et c'était super intéressant, et c'était très apprécié par les adhérents de l'AFA. Alors on espère en tout cas pouvoir récupérer ces données brutes, mais c'est nous qui les travaillons après pour pouvoir les distribuer à nouveau aux adhérents. Ouais, dans un premier temps. Ouais. Très bien. Vous avez une cooling d'eau sur l'installation, soit le matin ou autrement? On ne comprend pas ta question, Laurent. Est-ce que vous avez des installations suivies qui ont un système de cooling d'eau le matin ou en journée qui montraient des écarts significatifs ou pas, quoi? J'en ai pas connaissance. D'accord. C'est Parce que possible. je sais que moi j'ai vu une installation du côté d'Arzal qui était équipée. Je sais que près de Brest, il y en a aussi. C'est à la marge, hein, mais voilà, c'était juste pour savoir si vous aviez ça. De toute façon, généralement, ce genre de choses qui sont assez exceptionnelles, vous le mettez dans des cas très spécifiques de centrale. Mais dans le cadre générique d'une centrale classique, souvent, on n'en a pas besoin. C'est des surplus de production qui sont très à la marge, comme vous dites, sauf cas exceptionnel. Ouais. Si vous avez un truc énormément pressé à côté, notamment des centres équestres, ça peut valoir le coup. Mais sinon. Après, c'est pas forcément anecdotique, parce que je sais qu'on a un adhérent qui a ce système-là, qui avait quand même investi pas mal d'argent là-dedans, et qui a été obligé de l'arrêter parce qu'il produisait trop. Et en fait, EDF lui a dit non, mais attendez, ça va pas là, les plafonds, non, ça va pas du tout. Et il a été obligé d'arrêter, en fait. Après, quelle est l'incidence aussi sur les panneaux à long terme? Enfin, tout ça, on n'a pas de retour non plus. Mais ça, c'est un peu en marge des pistes. Puis il faut voir si c'est un cas isolé ou un cas qui est récurrent. Surtout ça. Si c'est isolé, c'est ce qu'on évoquait, hein, c'est qu'en effet, ça peut avoir un vrai intérêt. Mais sur une centrale classique où il y a une vie normale. Non, je me souviens maintenant, en fait, c'était aussi que ces onduleurs n'étaient plus assez puissants par rapport à la production de la centrale. Et donc, il aurait fallu qu'il change tous ces onduleurs. Donc, il a arrêté. Ok, très bien. Merci. Merci à tout le monde. Merci à vous, Isabelle, d'avoir organisé ça. Et puis, passez à tous une bonne journée, et puis au plaisir de se revoir.